Bonjour. Alors j'ai lu un petit peu mes papiers. Tu es historienne à la base de formation. Voilà, Voilà. historienne, j'ai fait mes études, moi j'habite à Paris Ouais. et j'ai fait mes études à la Sorbonne et donc j'ai l'équivalent d'un master 2 D'accord. d'histoire. Et du coup, initialement, tu te dédiais à une carrière dans l'histoire, puis tu as fini par te dire que, enfin, comment tu es tombé dans ce type d'ouvrage qui s'adressait quand même un petit peu plus aux plus jeunes pour essayer de les former un petit peu aux connaissances de l'histoire et des grands personnages de l'histoire. Voilà, en fait, quand on est étudiant en histoire, on réfléchit souvent à devenir prof, Bien sûr, fatalement. voilà, passer les concours. Moi, j'avais pas forcément envie de faire ça, j'avais envie de communiquer autrement le savoir. Et après, c'est un peu les opportunités. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans une maison d'édition. Ok. J'ai commencé à travailler comme assistante d'édition. Ça m'a beaucoup plu. J'y suis restée 6 ans. Et au bout de 6 ans, j'ai voulu reprendre ma passion pour l'histoire en écrivant mes propres ouvrages. Ok. Et les premiers contrats finalement que j'ai trouvés étaient vraiment en jeunesse. Et ça m'a beaucoup plu parce que en jeunesse, c'est très varié. C'est très illustré. On a quand même des moyens de faire différents types d'ouvrages avec des dessinateurs, des iconographes, de la carto. Enfin voilà, donc vraiment tout ce monde-là m'a plu. Et ensuite, comme vous le savez, en jeunesse, on va ensuite dans les écoles. Je rencontre les classes. C'est ce que je fais ici à Tahiti, Moorea. Et ça m'a vraiment plu. Et finalement, du coup, j'arrive un petit peu à l'enseignement. Bah oui, fatalement, de fil en aiguille, en travaillant dans la littérature jeunesse, tu finis par revenir au contact des enfants. Souvent, je le fais régulièrement quand je suis en France et ici, en fait, c'est pour ça que la DG2E m'a fait venir ici pour parler, aller dans les classes et parler aux élèves. Donc moi, j'ai des élèves, j'en ai déjà rencontrés. Depuis toute la semaine, je tourne dans différentes écoles et j'en ai encore rencontré ce matin. Et je rencontre des 4e, 3e, seconde, terminale, des BTS aussi ce matin, voilà, des grands. Bah déjà, quelle est de fil en aiguille, quelle est la différence entre les étudiants enfin les élèves que tu as rencontrés ici et ceux de métropole? Le rapport est différent dans le travail par rapport à tes œuvres? En fait, j'ai envie de dire non, c'est pas du tout, non, pas Mmh. différent. Je propose les mêmes ateliers. Mmh. La seule chose, c'est que moi, j'ai des livres qui sont vraiment plutôt tournés vers la France en Europe. Et donc, il y a des choses qui ne sont pas adaptées, où j'aurais pu vraiment enrichir. Voilà, par exemple, sur l'histoire de France au féminin, ça reste l'histoire des lois et par exemple, le Moyen-Âge, etc., située sur l'Europe. Et je n'ai pas une partie sur d'autres régions du monde. Donc voilà. Ça peut ouvrir la porte à pourquoi pas. Idées, pourquoi voilà, pas. il faut voir, mais il y a sûrement des auteurs polynésiens qui sûr. ont envie de s'emparer du sujet aussi. Hein. Et puis, faut voir les opportunités, les projets éventuels. Je sais pas. Après, les enfants, ils sont tous différents. Bien sûr. Que ce soit il y en a des sages. J'en avais une un peu turbulente. J'en ai des très sages. Ça dépend. Alors du coup, on va revenir sur la thématique des héros au cœur de l'histoire. Fatalement, dans l'histoire de France et puis même l'histoire d'Europe, on a des grands personnages, Oui. des héros comme des moins héroïques aussi par leurs actions. Comment tu définirais un héros de l'histoire? Quel personnage, par exemple, te vient à l'esprit quand on parle de héros et d'histoire? Alors il y a un peu de sens. Il y a ceux, à mon avis, qui sont les personnages principaux d'une aventure, d'une histoire. Ça, c'est une première forme de héros. De héros, oui. Et éventuellement, ils peuvent être inventés ou ils peuvent être anonymes. Il y a quand même beaucoup de héros anonymes. Dans l'histoire de France au féminin, on parle des femmes célèbres, mais on se fait un point d'honneur à parler de toutes les paysannes au Moyen-Âge, de toutes les travailleuses au 19e siècle. De toute façon, la première héroïne que je vois quand je tourne les pages de ton livre, c'est la grand-mère. Pour moi, on a déjà une héroïne par le biais de la grand-mère qui décide d'expliquer à ses petits-enfants les femmes et leur rôle dans l'histoire de France. Donc on voulait déjà, voilà, donc il y a ces personnages principaux, chacun a sa propre aventure et vit des choses. Après, bien évidemment, en histoire, on a aussi les héros et héroïnes célèbres. Bien sûr.
Alors, pour les hommes, on a tendance à pouvoir donner un certain nombre de noms. Assez facilement. Ah, voilà. Pour les femmes, ça devient plus compliqué, hein. Si je vous demande de me citer une grande scientifique française, je ne suis pas sûre que vous pouvez m'en citer 2. Et donc, l'idée, c'était vraiment de montrer les femmes qui ont été résistantes ou qui ont été, par exemple, artistes ou qui ont eu un rôle politique. Et puis expliquer aussi pourquoi il y a si peu de femmes au sein de l'histoire. Parce qu'il y a aussi le processus où on explique pourquoi on a invisibilisé la femme dans... Vous avez tout à fait raison. Le livre n'est pas un livre de portraits. C'est vraiment, on a voulu faire un livre d'histoire pour expliquer finalement comment on en est là. Comment on en est arrivé là. Parce que bien évidemment, ça ne concerne pas que la France. Ça ne concerne pas... voilà, ça concerne le monde entier, toutes les civilisations quasiment, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible, vu que les femmes représentent 50% de la population sur Terre? Comment se fait-il que le patriarcat se soit imposé pendant des millénaires? Quels sont les processus qui ont joué? Et c'est ça qu'on explique. Oui. Voilà. On le voit depuis... ça commence à la préhistoire, quoi. Et puis voilà, c'est ça. Fait le développement jusqu'à... Donc dans les personnages célèbres, héros, alors là je viens beaucoup de vous parler des femmes, parce que cette bande dessinée, en fait c'est mon dernier ouvrage, c'est celui par lequel j'ai été repérée parce que j'en faisais la promotion en France. Okay. Mais bien évidemment il y a d'autres héros, là j'ai 6 titres qui sont sur le salon, et là je pense qu'on les voit. Donc les femmes, c'est celui-là, hein, celui que vous avez. Là, c'est celui sur la paix. Donc là, ce sont aussi des hommes et des femmes qui se sont occupés à un moment donné de travailler à la paix dans le monde. Et on voulait, c'est montrer qu'il y a 1001 façons de s'investir et d'essayer de s'investir pour la paix. Et puis en plus, c'est un format un peu allégé. Enfin, voilà. On a l'essentiel. Voilà. L'idée, c'est tout le monde n'est pas Gandhi, quoi. Oui. Et c'est pas la peine. On peut tout à fait être Barenboim et faire passer un message de paix par la musique. On peut être Charlie Chaplin et faire un film contre le nazisme. On peut être, voilà, il y a l'art peut. John Lennon l'a fait, et puis la politique, bien évidemment. Donc ça, c'est une façon. Les résistants, comme Sophie Scholl en Allemagne, qui ont été exécutés parce que... J'ai vu qu'il y avait John Baez aussi. Oui, voilà. Donc l'idée, c'est montrer qu'on peut avoir 1001 façons d'agir, et des fois, c'est momentané, des fois, c'est à vie, et c'est pas très grave. Voilà. Et du coup, je vais présenter, puisque là, j'en ai 3 devant moi. Ça, c'est une série de livres. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. C'est une collection. Donc là, il y a d'autres titres à la librairie. Là, j'ai pris celui-là pour te montrer. Et là, bien évidemment, c'est la Première Guerre mondiale. Donc les héros sont beaucoup des poilus. Bien sûr. Ces soldats qui ont combattu, donc beaucoup d'anonymes. Et puis, quelques plus célèbres. Voilà. Donc là, c'est plutôt les héros de la guerre. Et des fois, c'est un peu l'acceptation stricte qu'on donne de l'acte héroïque, sauver son pays. J'allais dire, en vrai, il y a une petite nuance quand on parle d'héroïsme et qu'on parle de guerre, c'est toujours un peu délicat, puisque ça reste un environnement dans lequel il y a de la barbarie, on tue aussi des innocents, des civils pâtissent aussi de ce genre de conflit. Donc c'est toujours délicat d'utiliser le terme d'héroïsme dans un conflit, dans un contexte de guerre, quoi. Sans compter que les soldats, pour la plupart, ne sont pas volontaires. Oui, en plus. Donc en général, quand on est héros, on est volontaire, mais eux sont vraiment pris dans le tourbillon de l'histoire. Et puis on est héros de force, puisque si on refuse d'aller au front, c'est quand même en France les gendarmes qui tiraient sur les soldats qui refusaient de monter au front. Ils étaient fusillés, c'était des mutineries fusillées. Donc voilà, donc c'est de l'héroïsme. Mais en fait, moi j'ai fait un autre livre, mais que je montre aussi un petit peu dans celui-là. Moi j'ai mon arrière-grand-père qui a fait la Grande Guerre, que j'ai connu. Et donc j'ai juste mis sa photo, hop, si je vais le trouver rapidement, voilà, ce monsieur dont j'ai réussi, j'ai mis la photo parce que ça me faisait plaisir, mais j'ai fait aussi un livre complet sur lui.
C'est mon arrière-grand-père. Et cet arrière-grand-père n'était pas du tout un soldat de carrière, c'était un poilu et il est parti à la guerre à 20 ans. Et il m'a dit, le principal, la seule chose que j'ai fait, c'est sauver ma peau. Voilà. Et il nous expliquait que quand il montait dans certaines batailles extrêmement meurtrières sur le front entre la France et l'Allemagne, lui, il a fait une grande bataille qui s'appelle le Chemin des Dames. Et il disait que ça bombardait tellement qu'il n'avait pas le temps de tirer. Il disait, ça bombardait, mon capitaine, enfin mon officier passait avec le revolver, nous forçait à aller en avant. Aussitôt qu'il tournait le dos, on se jetait au sol. On tirait pas, on faisait rien, on attendait. De la survie, quoi. On attendait dans la boue. Et quand l'officier revenait, ils étaient obligés de se relever. Ils couraient. Aussitôt qu'il partait, il se remettait au sol. Il a été blessé, évacué pendant cette bataille. Comme il le disait si bien dans ce texte, il a juste survécu. Il s'est battu pour sa vie. Il disait, ils avaient des expressions. Il dit, je voulais pas me retrouver avec un petit jardin sur le ventre. Donc tout le monde comprend. C'est enterré au cimetière avec des fleurs sur sa tombe. C'est effrayant comme c'est à la fois poétique et horrible comme phrase. Donc voilà, c'est vrai qu'on a, comme je disais, c'est délicat. La guerre et l'héroïsme, voilà. Ça a toujours été quelque chose de délicat. Bon, j'ai quand même amené rendre hommage à ces poilus et aux femmes de l'arrière qui prenaient aussi de gros risques. Alors soit parce qu'elles étaient dans les terrains où il y avait la guerre, et puis les infirmières aussi. Enfin bon, voilà. Et est-ce que tu as un personnage de l'histoire qui te parle plus que tu es fan, tu as le droit d'être fan d'un personnage historique. Qui te vient à l'esprit quand... Pas vraiment, mais comme je suis encore beaucoup dans Histoire de France au féminin, là ça va être une femme. Et je suis quand même beaucoup sur les combattantes, les militantes du féminisme. Ces femmes qui au XIXe siècle ont bravé toutes les conventions, notamment les suffragettes qui ont milité pour le droit de vote des femmes. Et je pense notamment à Hubertine Auclair, qui est vraiment la militante féministe française. Je vais vous la montrer dans sa robe du 19e. Voilà, Hubertine Auclair. Et ces militantes féministes combattaient avec différentes façons. Donc elles s'enchaînaient au Sénat, aux grilles du Sénat à Paris. Elles distribuaient des tracts, elles jetaient des tracts, elles ont imprimé des timbres, elles ont imprimé des journaux, voilà. Et quand la Première Guerre mondiale est arrivée, par patriotisme, elles ont mis au second plan leur combat féministe. Et à la sortie de la guerre, la plupart des femmes européennes ou occidentales, les anglaises, les allemandes, même aux États-Unis, les femmes turques ont obtenu le droit de vote, pas les françaises, parce que le Sénat s'y est opposé. L'Assemblée nationale était d'accord, le Sénat a refusé. C'est ce qu'on voit encore en 2024. Souvent, le Sénat est très rétrograde. Ça s'est opposé. Les femmes ont repris leur combat de plus belle. Deuxième Guerre mondiale. Et c'est le général de Gaulle qui a absolument insisté en disant que c'était un archaïsme, que les femmes françaises ne votent pas. Et en remerciement de leur investissement, de leur résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes françaises ont obtenu très tardivement, en 1944, le droit de vote. C'est surnaturel de se dire que c'est aussi jeune au final. C'est fou. C'est fou quand même. Voilà, c'est fou. Et les femmes, par exemple, n'ont pas eu le droit de passer le même bac que les hommes jusqu'en 1924. Même là, c'est beaucoup trop récent, quoi. Voilà, 1924. Voilà. Avant, elles passaient d'autres types de bacs qui n'ouvraient pas, notamment les portes à l'université, etc. Bah c'est surtout que, en plus que tu en parles dès le début par le biais de la grand-mère qui explique un petit peu l'histoire de la femme en France. Oui. Dès le début, elle explique des choses comme la charge mentale des femmes. Oui. C'est pour ça que tu vois qu'au final, les mentalités n'ont pas complètement évolué, n'ont pas évolué même. On est toujours dans une société patriarcale avec, absolument, tout à fait. avec des réflexes vis-à-vis de la femme qui font qu'on continue au final et que le combat n'est pas terminé en fait. Alors, en France, on ne peut pas nier que les lois
ont évolué. Bien sûr, encore heureux. L'égalité est inscrite dans la Constitution française. Mais entre la loi et... Donc la loi l'impose. Maintenant, on ne revient pas sur des millénaires de patriarcat comme ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les hommes qui portent le patriarcat. Le patriarcat est porté dans les mœurs, et même certaines femmes par des hommes et par des femmes. Comme le féminisme est porté par des hommes comme par des femmes. Bien sûr. Ça, c'est une conception de la société. C'est vraiment une conception du monde. Hein. Ce n'est pas un ordre naturel, surtout pas. C'est une construction. Voilà. Donc maintenant, il faut changer petit à petit les mentalités hein, et savoir qu'il faut vraiment se battre. On le voit partout dans le monde. L'histoire des femmes n'est pas linéaire. C'est pas, on est parti de la préhistoire, c'était des sauvages, et puis maintenant c'est super, on s'est bien amélioré. Ça a toujours été des avancées, des reculs, des avancées, des reculs. C'est théorisé par les féministes américaines, et c'est donc le backlash. On appelle ça le backlash. Et donc ces backlash sont réguliers dans l'histoire de France, un grand à la Renaissance, un grand au XIXe siècle avec le Code Napoléon en 1804. Et voilà, et donc il faut juste savoir que là c'est bien, il faut que ça le reste et que ça reste un combat. Bien sûr. Parce qu'au moindre, je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait quelque chose comme à la moindre crise, les femmes perdront leurs droits en fait, en premier. Oui, c'est sûr. Au final, ça reste quelque chose de... c'est pas acquis en fait. Pour l'instant, c'est acquis, c'est constitutionnel. Mais on sait que les constitutions, les lois, les dictatures, tout ça, ça peut changer malheureusement. Ouais, du coup, du coup, on est dans l'héroïsme et au final, on a basculé dans le féminisme aussi, hein, dans cette réflexion. Bah oui, vous m'avez parlé d'une héroïne qui me plaisait et c'était une militante. Mais ça fait partie aussi de l'histoire et dans la notion de paix, tu en parlais tout à l'heure, tu disais que du coup pour toi la paix, ça s'illustre par plusieurs actes qu'on peut faire au quotidien. Oui. Du coup, quelle serait ta définition de la paix ? Oh, Damned. Ah. Déjà pas de conflit armé. Ok, ça c'est... Première chose. Après, il y a des guerres plus larvées, ce qu'on appelle des guerres froides. Voilà. Déjà, on enlève les armes déjà, on s'entretue pas. Et puis ensuite, on essaye de dialoguer, forcément. Je pense que la paix ne peut passer que par le dialogue, la compréhension, l'ouverture d'esprit. Hein. Après, c'est facile à dire. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais c'est facile à dire, mais ça peut passer par l'art, ça passe par beaucoup de choses. Moyen d'expression. Voilà. Ça peut passer par là aussi, hein. Comme je disais avec ton message, moi j'ai commencé à lire ta BD Histoire de France au féminin. Oui. Je trouve que c'est héroïque de le faire, au risque de peut-être m'aventurer sur quelque chose de glissant. Je pense que c'est important de le faire, surtout aujourd'hui, de sensibiliser la jeunesse dès le plus jeune âge à avoir des réflexes de réflexion vis-à-vis de choses qui font partie de notre quotidien. Comme je disais, la charge mentale, c'est quelque chose qui... Même moi, il y a quelques années, on en parlait avec ma femme, c'est quelque chose auquel le terme me paraissait surnaturel le jour où il est apparu dans nos vies. Oui. Et au final, c'est un fait. C'est un fait qu'au quotidien, on ne se rend pas compte des charges qu'on fait peser sur la femme en pensant que c'est normal, en fait. Et par exemple, tout le monde connaît un exemple, c'est l'école. À l'école, il n'y a aucune loi qui dit que si l'enfant est malade... quelle personne appeler. Normalement, le papa, la maman donne le numéro de téléphone. Et c'est la maman qu'on appelle. Et je peux vous dire que je n'ai pas d'un pourcentage d'études, mais globalement, on appelle d'abord la maman qui est censée faire un travail moins important que le papa, qui lui fait le travail très important et qu'il ne faut pas déranger. Alors ça change petit à petit, mais ce sont des réflexes totalement inconscients. Voilà. Du coup, c'est important pour moi qu'on sorte des livres comme ça et qu'on se rende compte au plus du processus qui a conduit à rendre j'allais dire phallocratisme, mais c'est violent, ce patriarcat qu'on utilise comme un réflexe au quotidien sans s'en rendre compte forcément, en fait. Exactement. Sans en plus avoir une pensée malingre particulière. C'est juste nos gestes du quotidien. Du coup, il reste un peu de temps. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non?
Non, c'est bon. Non. Ah, si. Il y a Robert qui a une question. J'arrive, Robert. Merci. Tu as fort bien parlé du féminisme contemporain. Tu as fort bien parlé du patriarcat. Mais je voudrais quand même rappeler que dans les sociétés océaniennes, ce sont des sociétés matrilinéaires. Et donc, par exemple, nous, on vient de publier un mythe marquisien où c'est la femme qui apprend aux hommes comment surfer sur les vagues. Oui, je connais ce mythe, oui. Ben, tu as beaucoup de chance parce qu'il vient de sortir. Hein, c'est le mythe de Caë. Mais c'est pas, y a pas une statue qui montre cette femme. Moi, j'ai pas encore visité toute l'île, mais non, je confonds avec quelqu'un d'autre. Je dis c'est un mythe des îles Marquises. Ah c'est oui. un mythe qui a été relevé en 1897. D'accord, je confonds. D'accord. Et Ok. donc c'est un mythe totalement différent, même si les mythes en Océanie ont un air de famille. Donc je crois qu'il y a beaucoup de mythes en Océanie qui racontent l'importance des femmes parce que c'est par elles que passe la terre et les noms. Les noms sont donnés, non, dans les temps anciens, c'est ça. Et je veux dire que lorsqu'il y a l'état civil à la française, ça change. Mais moi je parle de la société traditionnelle. Alors, donc il ne faut pas oublier cette dimension-là. Alors, vous avez raison, parce que là où vous avez raison, et je vous suis tout à fait, c'est qu'il y a des patriarcats qui sont moins violents que d'autres. Donc, il y a des endroits où les sociétés sont matrilocales ou matrilinéaires, mais elles ne sont jamais matriarcales. En fait, le patriarcat s'impose partout, même si on est matrilocal, ça veut dire au lieu que la femme aille vivre sur le territoire de l'homme, c'est l'homme qui vient vivre sur le territoire de la femme. Il peut y avoir des sociétés matrilinéaires où le nom, les biens, etc. passent par la famille, par la femme et donc restent dans la famille de la femme. Mais des sociétés strictement matriarcales, c'est-à-dire que les décisions de paix ou de guerre, les décisions politiques, la diplomatie passe uniquement par les femmes, où elles sont majoritaires à décider. À ma connaissance, il n'y en a pas. Après, il y a des sociétés où il y a beaucoup plus d'égalité. Mais par exemple, il y a beaucoup de sociétés matrilocales ou matrilinéaires, où finalement, c'est les hommes de la famille de la femme qui ont mis ça au point pour souvent garder le territoire de leur côté ou élever les enfants de leur côté. Des fois, c'est plus le père qui gère ses enfants, mais c'est les oncles de la mère. Donc il faut vraiment voir comment ça se passe dans les... C'est le frère de la mère, c'est le père qui n'a pas l'autorité, voilà. C'est le frère de la mère. Ça reste... Donc ça reste dans la même famille. Mais ce n'est pas la femme qui a le pouvoir, c'est son frère. C'est la femme qui a le pouvoir parce que c'est elle qui donne le nom et c'est elle qui est propriétaire. Mais je dirais tout simplement, il faut lire les mythes marquisiens dans leur origine et pas dans leur réécriture. Bonne lecture alors. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'il y a encore une intervention ou une question ? Bah écoutez, je vais vous demander d'applaudir et de remercier du coup. Merci à tous, merci. Lisa, merci pour cet échange. Merci beaucoup pour cet échange. Et je te souhaite grand un bon salon. Merci. Ah, juste, on peut peut-être dire que je suis en signature demain et après-demain. Demain et après-demain, vas-y. Oui, je suis en signature donc pour mes livres qui sont à l'accueil. En vente à l'accueil. Et je suis en signature, bon déjà quand vous voulez, si vous me voyez. Et puis sur les stands, demain après-midi, alors c'est marqué dans le journal, samedi après-midi, dimanche après-midi. Ok. Et il y a un autre livre aussi que j'ai vu, que j'ai remarqué là-bas, c'est Ma première mythologie aussi. Alors il y a ma première mythologie gréco-latine, oui, en BD. Et il y a dans la collection comme ça, là j'ai fait la Première Guerre mondiale, il y a aussi la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a l'histoire des religions, donc toutes les religions, traditions et le sacré et les spiritualités dans le monde. Et il y a une page, en effet, sur l'ancienne religion polynésienne. D'accord. Voilà. Bah, merci à toi merci en tout cas, beaucoup. et on se retrouve pour tes dédicaces. Merci.